Z Koulibaly. J'étais le conseiller juridique du président du CNSP, Assimi Goïta. Actuellement, je dirige la commission administration territoriale, décentralisation, culte et réconciliation nationale du CNT. Le CNT, c'est le Conseil national de transition. Que pensez-vous des décisions d'Accra? D'un côté, c'est un soulagement parce que d'abord, notre crainte, c'était les sanctions économiques. Cela n'a pas été fait. Je pense que la CEDEAO est dans son rôle d'organisation sous-régionale. Dans ces textes, ces dispositions sont déjà prévues. Il y a d'un côté une question de crédibilité de l'organisation sous-régionale par rapport à ce qui s'est passé. Il pouvait ne pas rester comme ça, sans rien faire, parce que tout simplement les citoyens de l'Afrique de l'Ouest auraient compris d'une autre manière. Moi, je pense que c'est leur rôle de dire qu'ils sont là, ils sont présents, mais cela ne veut pas dire que la décision est juste ou pas juste, même si elle est conforme à certaines dispositions réglementaires de l'organisation. On comprend très bien, parce que nous sommes membres fondateurs depuis 1976, donc on le sait très bien, ils sont dans leur rôle. Ont-ils avalisé le coup d'État? Je ne pense pas que cela soit compris par tous les chefs d'État de la CEDEAO de la même manière, parce que nous ne nous inscrivions pas dans la logique de coup d'État. Ce n'est pas un coup d'État. On a dit, j'ai même dit la semaine dernière à vos collègues d'RFI que c'est une rectification de la trajectoire de la transition qui n'allait pas bien du tout. La CEDEAO aussi, certains chefs d'État comprennent très bien notre position. Ils savent qu'il est mieux d'aller avec nous que de laisser le chaos venir et ensuite chercher les solutions. Sinon, je pense que les décisions qui sont sorties hier étaient vraiment favorables parce que tout ce qui a été dit était déjà là. Sauf la suspension, le fait de nous demander de désigner un Premier ministre, ça c'était déjà, on avait déjà fait le préliminaire, les concertations ont été faites par le président Assimi Goïta avec toutes les forces vives de la nation, les partis politiques, la société civile, les légitimités traditionnelles, etc. Donc cela a été déjà fait et c'était dans ce sens-là. Acceptation d'un état de fait. Problème juridique? La gestion de la crise en Occident est totalement différente de la gestion des crises en Afrique. La Cour constitutionnelle, je connais la composition très bien. Les membres, je les connais très bien aussi. C'est des gens très raisonnables. Si tu les demandes de faire un choix entre l'ordre public et le désordre à travers le respect strict des textes, ils choisiront l'ordre public. Donc, je pense que nos magistrats et les conseillers de la Cour constitutionnelle ont été très sages dans leur prise de décision. Imaginez déjà des événements les actes qui sont déjà posés. S'ils posent d'autres actes qui vont aller dans d'autres sens, ça va compliquer davantage ce qui va suivre. Et nous avons déjà l'expérience malheureuse avec la fin brutale du régime d'Ibeka. C'était la même chose lorsque les membres de la Cour constitutionnelle ont été choisis par lui, en sachant très bien qu'il y avait les modalités de choix. La saisine est déjà déterminée par la Constitution du 25 février 1992. On pouvait comprendre qu'ils ont très bien appris la leçon
de la stabilité du pays. Et d'ailleurs même, je vous dis tout de suite, les textes juridiques sont faits par les hommes. Si un texte juridique va poser plus de problèmes qu'il n'en résolve, je pense qu'on peut mettre ces textes juridiques en veille pour d'abord aller de l'avant. Au début de la transition, forte ambition, aucun des chantiers n'a abouti. A-t-on le temps? Il y avait une feuille de route qui a été déjà élaborée au moment de la concertation nationale. Et cette feuille de route précisait très bien qu'il fallait organiser les élections générales. Et tout le monde savait très bien que la transition, c'est 18 mois. Et nous, on va le dire et on réaffirme que nous sommes là pour 18 mois. Nous allons tout faire pour respecter les 18 mois. Mais le travail est immense. Comme vous venez de le dire, cette question du changement constitutionnel qui est annoncé, le gouvernement a été vraiment en retard par rapport au calendrier. Et c'est ce qui explique un peu aussi le fait que nous n'étions pas totalement d'accord avec le Premier ministre parce qu'il ne bougeait pas. Il ne bougeait pas. Ses ministres non plus. L'essentiel de ces ministres ne bougeait pas par rapport à l'application, à l'exécution de la feuille de route. Sinon, déjà, on devait être dans une autre phase, préparation des élections. Mais on a constaté que rien n'a été fait. Qu'est-ce qui a changé depuis 9 mois alors que rien n'a changé? Non, mais pour moi, moi je suis réaliste. Je vous dis tout de suite que le chantier est immense. Le découpage territorial sous-entend qu'on soit d'accord avec les autochtones, les communautés de base. Et ensuite, lorsque cela va être réalisé, on va avoir des nouvelles circonscriptions électorales avec l'augmentation du nombre des représentants de la nation. On a aussi cette question de la création du Sénat. Si ça venait à être concrétisé, il faut aller aussi aux élections sénatoriales. Ensuite, nous avons le communal, les élections communales. Tout cela nécessite un temps. Notre crainte ici, c'est qu'il ne faut pas faire des choses inachevées. Il ne faut pas aller trop vite au besoin pour ne pas organiser les élections qui vont créer encore d'autres tensions telles que nous avons connues vers la fin du régime d'Ibeka. Vous saviez que les contestations relatives aux élections législatives, c'est ce qui a amené la chute du régime d'Ibeka. Donc on ne veut pas de cela. C'est pour cela qu'on avait, au départ, moi personnellement, j'avais dit que 18 mois n'étaient pas totalement tenables pour le chantier de réforme qu'on veut réellement. Mais il faut poser quand même des bases. Moi, déjà, je disais qu'au terme des 18 mois, si la transition réussit à organiser les élections, ça serait une bonne chose. À défaut, c'est au peuple malien de dire on ne veut pas aller aux élections bâclées, on veut que vous continuiez, ou on veut que la transition continue, mais avec de nouvelles têtes. Vous comprenez un peu? Donc il faut qu'on soit très clair. Nous n'avons aucune prétention de rester, ni moi, ni aucun des membres de la transition, y compris la présidence au CNT et au gouvernement. On a les mêmes logiques. D'ailleurs, même l'instruction ferme a été donnée par le colonel Assimi Goïta, à ce qu'on travaille dans le sens du respect des 18 mois. C'est la parole donnée, et donc on va le faire. Mais maintenant, le fait pour nous d'arriver à le faire, ça serait vraiment un défi, un grand défi qu'on va relever. Mais je pense que, objectivement, les 9 mois ne sont pas suffisants pour la réalisation de tout ce qu'on a comme travail pour parvenir à des élections stables, crédibles et qui ne font objet d'aucune contestation. Et de toutes les façons, en Afrique, les élections sont toujours contestées, vous le savez aussi bien que moi. Il y aura toujours des gens qui ne seront pas satisfaits. Il y a cela aussi. Et n'oubliez pas que nous avons une pléthore des partis politiques.
Il faut comprendre la communauté internationale. La crainte, c'est que lorsqu'il y a les militaires aux commandes, ils voient automatiquement une sorte de mise à mal de la démocratie, alors que ça n'a rien à voir. La gestion de la crise nécessite l'intervention des militaires. C'est obligatoire. La démocratie ne peut être forte que lorsqu'il y a les militaires derrière. Aux États-Unis, si la démocratie américaine est forte, c'est qu'il y a une armée très forte derrière. En France, c'est la même chose. Et d'ailleurs, même ce sont les militaires français qui sont ici sur le terrain pour veiller sur la démocratie. Comment croire qu'Assimi ne veut pas rester au pouvoir? Qu'est-ce qui empêche le Mali de vivre avec cette enclume de coups de force militaire au-dessus de la tête? Il faut revenir un peu dans l'histoire du Mali, démocratique du Mali, pour comprendre que le processus démocratique qui date de 1991 est venu de suite à des révoltes populaires. Et donc, il a créé des acteurs. Et ces acteurs ont créé des partis politiques. Et au cours de la révolution, il y a eu une sorte d'absence de contrôle. L'État n'a pas parfaitement joué son rôle. Il devait carrément limiter le cadre de création parce qu'il y a eu beaucoup de désordres en la matière. Donc ces désordres ont amené des contestations. Il n'y a pas de stabilité juridique par rapport aux textes, l'inapplication de certains textes, la corruption généralisée qui est devenue même une sorte de gangrène au niveau de l'administration générale. Des fonctionnaires qui se trouvent être très corrompus, les chefs de parti qui ne travaillent pas et la politique devient pour eux un métier. Donc quand vous avez un pays comme ça, je pense que tout ce que vous poserez comme acte, si ça ne va pas dans le sens de ce que les uns et les autres veulent, il y aura toujours des contestations. Ceci explique l'intervention du militaire parce que le militaire prête serment pour protéger et les citoyens et le pays. Donc si le militaire voit dans son raisonnement le pays est en train de sombrer, il va intervenir, que ce soit maintenant ou après. Quelles sont les ambitions de Goïta? Assimi Goïta, c'est un jeune très bien éduqué. Si vous le rencontrez, vous allez comprendre. Il a tellement de respect pour l'être humain. Dans nos échanges, il n'a jamais fait cas de sa volonté de rester. Son souci principal, c'était le Mali. Il m'a dit une fois, vous savez, qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Donc, quel type de Mali et quel type de citoyen on va léguer à nos enfants quand on ne sera pas là aux commandes et que la vie est aussi courte. Et donc, ce souci l'amène à être présent. Les événements qui sont survenus la semaine dernière sont la suite logique de la non-compréhension des objectifs fixés par le CNSP au départ. Aucun membre du CNSP n'avait en tête d'aller même dans une instance de gouvernance. Je vous le dis tout de suite. On n'en voulait pas. Mais c'est les circonstances qui exigent. Au moment où on faisait le choix des acteurs, il y a eu beaucoup de malentendus, il y a eu des incompréhensions entre certains acteurs eux-mêmes. Donc, alors, on était tellement coincés par le délai. La communauté internationale voulait toujours voir. C'est pour cela que j'en appelle vraiment à la communauté internationale de réfléchir plusieurs fois avant d'interférer souvent dans le processus décisionnel. Parce que les réalités ne sont pas telles qu'eux ils voient. Il faut être là pour comprendre certaines réalités. Nous avons une classe politique pendant la même période très divisée entre majorité et opposition, créée en deux groupes rivaux, on le sait. Nous avons une société civile qui s'était regroupée autour de l'imam qui contestait tout. Nous avons l'armée qui était sur le terrain en train de se battre contre les forces du mal. Au même moment, politiciens et autres acteurs sont là et ils ne se mettent pas d'accord. Donc, tous ces facteurs font que
certaines dispositions et certaines mesures Assimi décide de prendre pour non seulement éviter qu'on ne plonge, que le Mali ne plonge davantage. Parce que vous imaginez le moment où il y a eu le changement survenu avec le régime d'Ibeka, le pays était déjà occupé à plus de 60%. Et cela fait peur, parce que quand on dit occupé, on ne voit pas seulement l'occupation par les djihadistes, on voit aussi l'absence des perspectives, on voit l'arrêt des activités économiques, on voit l'exode massif des populations. On voit donc tout cela a amené à impacter sur le choix des acteurs. Donc, c'est un terrain politique que les militaires ne maîtrisent pas. Donc, ils sont venus trouver un mélange fou et une sorte de manque de confiance entre le peuple et son politique, la classe politique. Et donc, ils sont venus dans ce climat. Et donc, combiner avec eux et gérer, c'est très difficile. Et cela va... l'action de la communauté internationale est venue greffer sur cet état de fait. Parce que la communauté internationale est dans son rôle. Il voit la démocratie, c'est le vote, c'est les urnes, c'est le choix du peuple. Au Mali, c'est le choix du peuple là. Et si on fait une logique, vous allez voir qu'il y a une nette différence entre le choix du peuple ici au Mali et le choix du peuple en France. Je vous donne l'exemple tout de suite. La majorité électorale au Mali laisse à désirer. Nous sommes 20 millions d'habitants, il n'y a que 8 millions qui ont réellement les cartes d'électeurs, il n'y a que 4 millions qui se donnent la peine pour aller retirer les cartes, et au même moment, vous avez plus de 200 partis politiques qui vont essayer d'acheter les consciences pour ramener un groupe. Est-ce que vous savez que le chef de l'État au Mali est élu avec moins de 3 millions de voix sur 20 millions d'habitants? Donc, vous ne pouvez pas faire la comparaison avec les systèmes démocratiques en Occident, parce que là-bas, les gens ont une sorte de culture démocratique qui, à travers une expérience des siècles, nous, notre expérience ne dépasse pas 30 ans. 1991 à aujourd'hui, ça fait 30 années de processus. Donc, on a beaucoup de chemin à faire. Il faut qu'il y ait vraiment un travail de fond pour que les populations puissent comprendre l'importance de leur voix. Quelle analyse faites-vous de la sanction CEDEAO? Nous, on déplore un peu, c'est la réaction de la CEDEAO. La CEDEAO se cache derrière l'application du protocole sur la bonne gouvernance et la démocratie. Alors, le même organisme a méconnu le contenu de ces textes par rapport à certains pays voisins. Je vous donne l'exemple de la Côte d'Ivoire. Le protocole n'a pas été respecté. L'exemple le Tchad ne fait pas partie de la CEDEAO, mais la Guinée et le Togo. Donc, il faut le dire. Mais, quand même, il faut aussi noter que la CEDEAO a failli à respecter le premier texte auquel le protocole est greffé. C'est le texte sur la sécurité collective des pays membres de la CEDEAO, dans lequel texte on trouve les accords de défense mutuelle. Depuis combien de temps le Mali est dans les difficultés? Aucun soldat de la CEDEAO ne sont venus au terme de l'application de ce texte pour pouvoir se battre avec nous, si ce n'est dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Alors qu'on connaît le mandat, la CEDEAO devait quand même réfléchir encore pour la suite à donner à la crise, nous accompagner et nous laisser aussi le choix d'être nous-mêmes, parce que nous connaissons très bien notre pays, nous connaissons son évolution, et que notre pays ne se gère pas de la même manière que les autres pays, compte tenu de beaucoup de facteurs.
parmi lesquels je vous ai cité quelques-uns, l'occupation de territoire, la présence de la communauté internationale, les problèmes économiques, les divergences de points de vue entre acteurs politiques, la société civile et récemment l'apparition des religieux dans le champ politique qui impactent sur le processus décisionnel. Ça, ce sont les choses que nous sommes en train de gérer. Et la France le sait très bien que c'est très difficile lorsque le religieux s'immisce dans le politique. Si vous n'êtes pas prudent, vous cassez tout.